Les contes ont bercé notre enfance, que ce soit au travers des films de Walt Disney, je suis sûre qu'on a tous notre petit préféré, ou encore au travers des œuvres originales des frères Grimm, de Andersen ou même de Perrault. Eh bien, je vais vous présenter dans cette vidéo 7 livres qui sont des réécritures de contes, mais dans une version un petit peu beaucoup plus dark. Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo que j'avais particulièrement hâte de faire. Halloween se rapproche à grands pas, ça fait partie de mes fêtes préférées dans l'année, et je me suis dit qu'il serait peut-être approprié de vous proposer quelques petites recommandations pour cette période qui s'annonce particulièrement sombre, et quoi de mieux que vous présenter mon petit péché mignon en littérature, il s'agit des réécritures de contes. Je vais donc vous proposer 7 livres qui sont des réécritures de contes dans une version beaucoup plus dark, et je vais y aller du plus soft au plus hardcore, et je crois que le plus hardcore, certains se souviendront d'une lecture commune qu'on avait fait à l'époque qui m'a littéralement choquée par certaines de ces scènes, et je pense que certaines d'entre elles ont laissé une marque plutôt indélébile. Ce sont tous des romans de fantasy qui vont autant aller du young adulte à une version plus adulte, donc n'hésitez pas, il y en aura pour tous les goûts, du moment que vous n'êtes pas, eh bien je vais dire trop sensible. Le premier que j'attrape, c'est une réécriture de plusieurs contes en réalité, dans une version sombre mais qui reste quand même assez soft puisqu'on est dans une ambiance très young adulte. Il s'agit de La Forêt de Grimm de Catherine Purdy, le premier tome, sachez que le tome 2 va paraître incessamment sous peu. Ce livre est assez large parce que vous allez en fait retrouver pas mal de passages qui s'inspirent de divers contes, dans des péripéties assez, on va dire, horrifiques mais gentilles encore. Disons que ce sont des réécritures qui vont mettre à mal notre personnage principal et lui faire vivre moult péripéties et vous embarquer dans une ambiance sous tension, sombre et inquiétante dans la forêt de Grimm. Dans cette histoire, nous sommes donc avec la forêt de Grimm qui entoure le village où Clara a grandi. Les habitants de ce village-là sont protégés par le Sorte Fortunae, qui est en réalité une sorte de bénédiction comme une malédiction, puisque ce livre magique permet à chacun des habitants de faire un seul vœu, sauf que l'un d'entre eux a fait un vœu absolument impardonnable, il a souhaité la mort de quelqu'un. Pour les punir, le livre a disparu et on dit que ce livre-là est caché à l'intérieur de la forêt de Grimm où personne ne peut rentrer. Du moins pour les quelques personnes qui ont été autorisées à entrer dans la forêt de Grimm, elles n'en sont jamais revenues. C'est le cas d'ailleurs de la mère de Clara qui s'est volatilisée au beau milieu de la nuit. Clara n'a donc qu'une seule idée en tête, c'est de retrouver sa mère au cœur de la forêt, mais aussi de récupérer ce livre pour apporter un petit peu la joie et le bonheur dans la ville de Combe de Grimm. Toutefois, sa grand-mère, qui est adepte de la cartomancie, lui présage un sombre destin, notamment au travers d'une carte qui représente des dents acérées. Mais ceci ne va absolument pas la refroidir, bien qu'elle s'en inquiète, et elle va pénétrer dans la forêt de Grimm, accompagnée de 2 de ses amis. Je vais m'arrêter là pour le résumé, je pense que c'est suffisant, mais sachez que c'est un univers qui m'a littéralement transportée parce que vous allez vous retrouver au cœur de cette forêt avec toutes les inspirations de contes. J'ai adoré découvrir ces réinterprétations-là de contes et de les voir évoluer au sein même de la forêt de Grimm et prendre une part aussi essentielle dans l'aventure que va mener Clara avec ses amis. D'autant plus que les personnages et aussi la romance qui n'est pas du tout au premier plan et qui arrive vraiment au fur et à mesure font assez young adult, donc ça rend la chose pas du tout horrifique, si vous voyez ce que je veux dire, ça reste largement supportable, c'est pour ça que je vous le présente en premier. On est vraiment sur le côté assez léger. Mais j'aime bien quand même ce qu'ils en ont fait de ces réécritures, de ces contes, de ces princesses et autres personnages emblématiques de certains contes, tout comme j'ai adoré suivre cette quête pour récupérer ce livre magique qui ne va pas être de tout repos, vous vous en doutez bien. Alors je sais qu'il n'a pas fait forcément l'unanimité, mais écoutez, avec moi ça a parfaitement matché. J'ai adoré découvrir ces personnages, tant les réinterprétations, on va dire, de contes, que les personnages principaux qui sont donc au nombre de 3. Pour le suivant, je ne l'ai pas en ma possession parce que j'ai décidé en fait de ne pas poursuivre la saga parce que je ne connaissais pas le conte original et je pense que ça m'a un petit peu desservi, j'ai moins compris on va dire le dénouement et ouais tout simplement le dénouement on va dire. Mais pour ceux qui connaissent Peau d'âne, je vous recommande du coup le premier tome Les Lilas du Roi, Peau d'âme d'Aude Ziegelmeyer. Nous sommes dans une réécriture sombre, mais là aussi avec des personnages qui sont plutôt young adultes et une narration qui se veut, on va dire, en 2 temps. Une première partie qui va plutôt s'attarder sur un aspect sombre psychologiquement et la seconde sur un côté très bestial, voire même quelques scènes gore. Et c'est la fin qui m'a un petit peu dérangée, mais je pense que le chemin en vaut la chandelle et pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, je pense que vous comprendrez mieux le dénouement. Blanche est une princesse qui reste cloîtrée dans son château depuis le
le décès de sa mère. Son père est de plus en plus absent et chacun d'entre eux vivent dans le souvenir en fait de cette disparue. Quand son père revient après plusieurs mois d'absence, il lui organise un bal pour son anniversaire et annonce par la même occasion sa volonté de se remarier. L'objectif de ce mariage, c'est bien sûr d'engendrer un héritier et c'est un coup dur pour Blanche qui s'imaginait prendre la succession de son père. À l'inverse, il va proposer la main de Blanche à son ennemi afin de garantir la paix entre les deux royaumes. Mais ça va absolument pas se passer comme ça. Puisque la folie du roi monte de plus en plus, si bien qu'il va vouloir commettre l'irréparable et l'impensable. Je vous laisserai découvrir tout ça dans le premier tome de Peau d'âme, mais en tout cas j'ai adoré la première partie qui s'articule sur l'aspect psychologique de Blanche, qui va absolument tout faire pour plaire à son père et qui va développer en fait des complexes qui n'avaient pas lieu d'être jusqu'à présent. Tout ça, c'est une critique, je trouve, de la société actuelle sur le corps de la femme et sur comment une femme doit se comporter. Comment aussi le regard des autres et les critiques en fait des personnes qu'on aime peuvent influencer sur notre regard à nous. Ensuite, on arrive sur la deuxième partie qui, comme je vous le dis, est beaucoup plus bestiale et brutale. Pour ceux qui connaissent le conte de base, je pense que vous vous doutez un petit peu de ce qui va se passer. C'est suite à un élément déclencheur, comme je vous le dis, est lié à la folie de son père. Et on va rentrer sur un aspect plus découverte de soi, mais aussi de fuite, de massacre et autres joyeusetés sanglantes. Les parties un petit peu gore sanglantes sont très minimes, je trouve, dans la deuxième partie. Il y a peut-être une ou deux scènes qui sont assez choquantes et qui peuvent attaquer la sensibilité de certains, mais je trouve que ça reste assez soft sur la seconde partie. En tout cas, je trouve que c'est un très bon livre, c'était aussi une très bonne lecture. J'ai beaucoup apprécié découvrir cette réécriture de conte-là, et je peux que vous recommander donc de le découvrir. Pour le titre suivant, j'hésitais en fait à le switcher avec celui d'après, mais je sais pas, je pense que niveau degré de sombritude, même si ça n'existe peut-être pas ce mot, on était un petit peu équivalent, pas sur la même ambiance. Le titre que je vais vous présenter, c'est vraiment sombre psychologiquement parlant, et après on va être sur quelque chose de plus sombre visuellement. À tous ceux qui aiment bien l'histoire de Réponse, je vous propose de découvrir celui-ci. Il s'agit d'Un pétale de cristal et de sang, le premier tome de Crystal Bloom, une trilogie écrite par Sarah A. Parker. On est sur une réécriture très sombre de Réponse, qui est en réalité une dark romantasy qui va autant aller sur la dark fantasy que sur la dark romance. La relation entre les protagonistes est extrêmement toxique, mais j'y reviendrai après, et l'univers est particulièrement sombre aussi, notamment sur les conflits géopolitiques, les créatures qui vont émerger sur la Terre et de sombres secrets bien enfouis qui vont refaire surface. Dans cette histoire, nous sommes avec Orless qui a vu sa famille se faire massacrer quand elle était tout bébé. Elle a été recueillie par Rodring qui est un espèce de duc qui va l'accueillir donc chez lui et l'élever comme sa pupille. Je vais pas dire comme sa fille parce que sinon après ça serait un petit peu bizarre. Et cet événement absolument traumatisant lui a laissé bon nombre de séquelles, si bien qu'elle est un petit peu agoraphobe, ou en tout cas elle n'arrive plus à sortir de la tour dans laquelle elle vit et elle se réfugie au travers de la peinture et les plantes qu'elle fait pousser. Chaque soir, il y a un petit rituel également, elle doit verser une petite goutte de son sang dans un verre d'eau et déposer le tout au travers d'une trappe sur la porte de sa chambre. Et chaque nuit, Rodring vient récupérer cette offrande pour la boire. Et c'est comme ça que Orless va développer une fascination pour Rodring, une obsession même je dirais, d'autant plus que Rodring va forcer Orless à sortir justement de sa carapace, sortir des frontières qu'elle s'est établies pour pouvoir s'ouvrir au monde, chose qui est particulièrement difficile pour elle. Bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là, si on voit vraiment les inspirations de Réponse sur le premier tome, l'univers est beaucoup plus étendu sur le second et même sur le troisième que je n'ai pas encore lu. Donc pourquoi je dis que c'est une romance toxique, c'est parce que d'une part nous avons donc cette obsession vraiment maladive que Orless va entretenir pour Rodring. Quant à lui, il va vouloir secouer Orless pour qu'elle aille mieux, mais ça marche pas forcément, en fait, il s'y prend très mal. Et les deux, notamment Orless, ne va pas voir d'autre manière d'exprimer ses sentiments qu'en faisant du mal à Rodring. Et si les deux s'attirent inexorablement, c'est en le repoussant qu'elle se sent le mieux, parce que Orless n'a qu'une volonté, c'est de trouver enfin la paix intérieure, chose qui est pas du tout aisée. Et c'est sur ça notamment que va s'attarder, je trouve, la trilogie, c'est la reconstruction de Orless après des traumatismes, et elle va en découvrir de plus en plus des sombres secrets qui vont l'affecter. Tout ce qu'elle va vouloir, c'est de la liberté, s'émanciper,
et enfin trouver la paix intérieure. Et il y a une chose aussi qui rend la relation beaucoup moins toxique, c'est que Orless va faire ses propres expériences, elle va tomber et Rodrin sera toujours là pour la relever. Justement, il est là pour lui laisser de l'espace, lui laisser faire ses propres erreurs, même s'il sait très bien qu'elles vont arriver, mais il ne va jamais l'abandonner, il sera toujours là pour elle et c'est un peu là où on revient sur du toxique parce que c'est un petit peu trop. Mais j'aime beaucoup la relation entre les deux, c'est deux personnages énormément complexes, notamment Orless, qui, de par ses traumatismes, est un personnage intéressant mais aussi bouleversant. Et je ne vous recommande pas de lire ce livre quand vous êtes dans un mood un petit peu particulier ou dans un coup de blues parce que ce livre va vous achever. Moi, il m'a fait mal au cœur à de bon nombre de reprises. Et on va avoir aussi un petit personnage qui va faire son apparition et qui va avoir beaucoup de points de vue dans le second tome qui s'appelle Kai et qui est un serpent des mers. J'adore ce personnage en vrai. Mais en tout cas, moi j'ai eu un gros coup de cœur. C'est un livre qui est assez particulier, mine de rien, parce que on est avec un style narratif qui est très contemplatif, très poétique, on est beaucoup dans l'introspection du personnage d'Orless et on va nous décrire les choses d'une manière très enjolivée, mais je trouve qu'il y a une plume très poétique aussi qui rend la lecture, d'une manière générale, assez fascinante et c'est ce qui a fait que j'accroche. Mais je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Pour le titre suivant, comme je vous le disais, on est un petit peu au même niveau, mais on est sur un degré beaucoup plus gore. On va dire que le côté sombre se met en place sur l'aspect visuel plutôt que psychologique, puisque je vous propose de découvrir une réécriture de Peter Pan avec Lost Boy de Christina Henry. Ici, petite particularité, on est avec des personnages enfants, donc forcément vous allez avoir une narration des péripéties et des pensées qui sont propres à des enfants, mais ce qu'ils vont vivre va plutôt tourner sur de l'adulte avec des scènes assez sanglantes, des images assez gore aussi, et une manipulation psychologique qui va être mise en place et qui va être forcément très perturbante. Tout part avec un twist qui nous dit « Et si le capitaine Crochet n'était pas le méchant de l'histoire ?» Et c'est d'ailleurs son histoire à lui qu'on va nous raconter, celle de Jamie, qui est le meilleur ami de Peter et aussi le tout premier garçon perdu à être venu au pays imaginaire. Et si au début, ça leur allait bien à Jamie et Peter d'être tous les deux sur le pays imaginaire et de vivre ensemble dans une vie totalement d'insouciance et de jeu, Peter va commencer à enlever des garçons pour les amener au pays imaginaire. Ils vont former la bande de garçons perdus qu'on connaît, mais les dessins de Peter ne sont pas aussi louables qu'on le pensait. Parce que pour Peter Pan, tout ce qui se passe sur le pays imaginaire, y compris ses batailles avec les pirates, ce n'est qu'un jeu, et les garçons perdus sont ses jouets. Pareil, je vais m'arrêter là sur le résumé, parce que je pense en vrai qu'on n'a pas besoin d'en savoir grand chose, c'est juste l'histoire donc du capitaine Crochet, la véritable histoire, et comment il en est devenu à devenir l'ennemi numéro 1 de Peter Pan. Qu'est-ce qui s'est passé aussi au sein des enfants perdus pour qu'il y ait ce revirement de situation. Et si vous voulez toute cette histoire, on va voir du coup le passage de l'enfance à l'adolescence, mais aussi de l'adolescence à l'âge adulte. On est donc sur des relations très complexes avec tout au long du roman des manipulations psychologiques, avec un effet de groupe aussi. Et je trouve que ça s'apparente un petit peu à des sectes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que le côté manipulation, on va retourner quelqu'un ou on va forcer finalement quelqu'un d'autre à faire ce qu'on veut sans jamais se mouiller les mains. L'expression c'est d'ailleurs se salir les mains, mais bon, soit c'est pas grave, je mélange toujours. Vous vous en doutez bien, le personnage de Peter Pan ne va pas être très agréable à découvrir dans ce roman-ci. Vous allez être sous tension tout au long du roman, je trouve, parce que vous ne savez pas à quel moment ça va déraper, à quel moment l'emprise psychologique que tient Peter sur les garçons perdus va se retourner contre Jamie, va se retourner contre d'autres personnes qu'il aime. Et le fait que ce soit des enfants accentue ce côté un petit peu horrible, parce que justement, tout se passe avec des enfants qui ont aux alentours de 10 ans, voire même moins. Donc vous allez avoir des scènes d'emprise psychologique, mais des scènes aussi de massacre. Comme vous le savez, les pirates sont contre les garçons perdus, donc il y a des scènes de bataille. Donc c'est en ça que je l'ai positionné, du coup, un petit peu au même niveau que la réécriture de Réponse, parce que là, on est vraiment sur un aspect sombre, visuellement, et en plus de ça, vu qu'on parle d'enfants, c'est d'autant plus marquant, je trouve. En tout cas, j'ai trouvé que c'était très intéressant sur, comme je vous le disais, le passage de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et sur les dérives des effets de groupe et l'emprise psychologique que peut avoir une personne. Et du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était une très bonne réécriture de Peter Pan sur toutes ces thématiques-là. J'ai trouvé très intéressante, très bien maniée. Je tiens juste à souligner que, étant donné qu'on en est encore une fois avec des enfants, eh bien, déjà, ça rajoute encore un côté horrible, mais aussi on est avec une écriture qui est beaucoup plus simple
pour traduire ce côté enfant. En tout cas, très belle découverte, j'étais très contente de l'avoir lu. Le roman prochain, c'est une réécriture de conte pour lequel j'ai eu un immense coup de cœur, mais là encore une fois, on est dans un degré supplémentaire d'horreur, tant du point de vue psychologique que l'aspect sectaire aussi, et l'aspect, violence à toute épreuve sur absolument tout sujet. Je ne l'ai pas précisé, mais ça me semble évident quand même, l'ensemble de ces livres-là comportent des trigger warnings, donc renseignez-vous sur cette liste-là avant de vous lancer dans une lecture si vous savez que vous avez déjà des sensibilités. Pour reprendre donc, le prochain titre, c'est un véritable coup de cœur pour moi. Cette lecture m'a chamboulée, elle m'a fait mal au cœur, elle était malaisante, mais en même temps très forte psychologiquement parlant. C'est une réécriture très sombre du Petit Chaperon Rouge et je vous invite à découvrir Rouge de Pascaline Nolo. Ce livre est une véritable pépite et je peux que vous la recommander si vous ne l'avez pas encore découvert. Mais ce livre-là, donc, de quoi il parle? Bercé par les montagnes et une forêt dense où vivent des loups affamés, se trouve le petit village de Malombre. C'est là que vit Rouge, une jeune adolescente qui est rejetée de tous les habitants, y compris de son père. Tout ça parce qu'elle a une tache rouge sur le visage et qu'on dit que c'est une abomination des enfers. Et cette croyance, elle est renforcée par le fait que tout le monde dit qu'il ne faut surtout pas la toucher au risque d'attraper le mal. La ville de Malombre est aussi frappée par une malédiction. Chaque fille qui saigne pour la toute première fois est envoyée chez Mère Grand, au cœur de la forêt. Cet événement est marqué par une profonde tristesse par les familles qui sont obligées de laisser partir leurs filles dans la forêt toutes seules. Mais quand ça arrive pour Rouge, eh bien tout le monde est extrêmement heureux justement de se débarrasser de ce fléau. Et sur le chemin qui l'amène jusqu'à la maison de Mère Grand, il va lui arriver bon nombre de choses. Est-ce qu'au bout l'attend son salut ou un sort bien pire encore? Eh bien je vous invite à le découvrir dans Rouge de Pascaline Nolo. J'espère en tout cas que le résumé vous a donné envie de découvrir cette pépite parce que vraiment pour moi ça fait partie de mes favoris littéraires. Je trouve qu'il aborde tout plein de thématiques qui sont encore très importants aujourd'hui dans notre société. Vous allez voir, il y a d'autres personnages qui vont rentrer en compte au cours du roman, mais vous avez aussi beaucoup de flashbacks en arrière qui va nous raconter l'histoire de la mère de Rouge et qu'est-ce qui fait qu'elle a cette marque-là. Est-ce que c'est juste une marque génétique, comme on peut appeler les taches de vin par exemple, ou est-ce véritablement la marque du diable? Et là, on va apprendre un petit peu plus justement sur sa mère et ce qui s'est passé, parce que oui, il s'en est passé aussi avec elle. Ayez le cœur bien accroché quand vous allez être sur cette lecture-là, parce que il s'en passe vraiment des choses. Et encore une fois, j'adore en fait retrouver cet aspect psychologique qu'on retrouve dans les sectes, l'effet de communauté qui se rassemblent et qui commettent ensemble ce qu'ils croient être bien, mais qu'en réalité, c'est horrible. Il y a beaucoup de scènes qui m'ont mise à mal en vrai, même si je suis pas trop sensible, il y a quand même des passages qui sont très malaisants. Rien d'insurmontable encore une fois, si j'ai pu le lire, vous le pourrez aussi. Mais en tout cas, c'était un livre fascinant que je peux que vous recommander, d'autant plus pour la période Halloween. Et enfin, j'arrive aux deux dernières recommandations de réécriture sombre de contes. Et je ne pouvais pas faire cette vidéo sans mentionner une saga phare que vous connaissez au moins tous de nom. Il s'agit des Contes Interdits. Les Contes Interdits, c'est une série de réécriture de contes en version horrifique qui est publiée aux éditions Ada. Et en fait, ce sont à chaque fois des auteurs différents qui écrivent des romans, donc c'est pour ça que les livres ne sont pas tous égaux. J'en ai lu quelques-uns, mais il y en a deux qui se sont particulièrement distingués et qui font partie d'une trilogie qu'il vaut mieux lire dans l'ordre. Et les deux qui se sont particulièrement distingués pour moi, il s'agit de Peter Pan et de La Belle et la Bête de Simon Rousseau. Je le rappelle, mais le thème de ces romans-là, c'est horreur, donc forcément vous allez vous retrouver avec des scènes visuelles horribles, des choses malaisantes, des personnages qui sont mis à mal et quelque chose de vraiment très noir, que ce soit sur les personnages, l'intrigue et tout ce qui s'ensuit. Et il y a certains contes interdits que je n'ai pas aimés parce qu'on était sur du gore pour du gore qui n'était pour moi pas forcément justifié, et si on me met juste une succession de scènes un petit peu choquantes parce qu'on veut que ça soit de l'horreur, pour moi ça n'a pas intérêt s'il n'y a pas de fil conducteur. Et ce que j'ai bien aimé dans les œuvres de Simon Rousseau, pour les deux que j'ai lus, donc Peter Pan et La Belle et la Bête, c'est qu'on est vraiment avec une histoire qui a une intrigue, un déroulement et des choses logiques qui se passent, bien que tout à fait horribles. Et pour vous faire un très rapide résumé des deux histoires, dans Peter Pan, nous sommes avec un inspecteur de police à la retraite, qui est en réalité le capitaine Crochet, qui va mener l'enquête suite à de nombreux suicides de jeunes gens qui sautent au fait du toit en croyant pouvoir voler. Et ce qui va l'amener sur l'affaire, c'est quand Wendy, la fille d'une de ses amies, est portée disparue, et donc il va essayer de retrouver justement cette jeune fille. On va voir le parallèle dans son histoire avec Wendy, en chair et en os, qui va nous raconter sa capture aux côtés de Peter Pan. Et dans La Belle et la Bête, nous sommes avec un tueur en série qui est aussi un cannibale, qui va
enlevés. 3 jeunes sœurs avec leur père qui étaient en train de faire un anniversaire au restaurant et chacun d'entre eux va servir, on s'en doute, 2 dîners au tueur en série, à l'exception de celle qui est surnommée Belle et qui essaye donc de s'échapper en attisant la sympathie de ce cher cannibale. Ce que j'ai bien aimé en fait, c'est qu'on est sur une thématique horrifique, mais pour Peter Pan, on était sur plutôt du thriller où on allait mener l'enquête en fait avec cet inspecteur de police, ponctué par la vie en captivité de Wendy aux côtés de Peter Pan et comment les deux vont essayer de nouer, on va dire, une relation. C'est notamment Wendy qui va essayer en fait de comprendre où elle est, ce que veut son kidnappeur et comment elle pourrait en sortir. Et dans La Belle et la Bête, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que vous avez le roman qui est scindé en deux. Sur la première partie, on est plus sur une dark romance et sur la deuxième partie, là, on est vraiment sur quelque chose d'horrible et on est sur un aspect très horrible, très macabre et on va traiter bien sûr du cannibalisme. Donc je vous laisse imaginer un petit peu les scènes dont on aura le droit dans ce roman. Et La Belle et la Bête, c'est mon conte préféré, donc forcément j'avais envie de découvrir ce titre-là, et j'ai été assez surprise. J'ai bien aimé la relation qui se construit entre les deux, donc la dark romance qui prend place plutôt dans la première partie de l'histoire, et ensuite la seconde partie qui est extrêmement macabre, et qui s'intéresse plutôt sur un aspect gore cette fois-ci. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que forcément vous avez une liste de trigger warning qui est absolument hallucinante quand vous vous engagez dans les contes interdits. Ils sont pas tous égaux. Bien sûr, c'est pas un genre littéraire vers lequel je vais prendre plaisir énormément à découvrir, mais je suis très contente en tout cas d'avoir lu La Belle et la Bête parce que c'est mon conte préféré et je voulais découvrir quand même cette réécriture de conte. Mais j'ai quand même été très surprise par cette version-ci, très intéressante à travers de nombreux points de vue, mais ça reste quand même très horrible graphiquement parlant, psychologiquement parlant aussi, et je pense que c'est vraiment pas une lecture pour tout le monde et qu'il faut être très accroché, préparez-vous. Et voilà les arcanes, c'en est tout de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné aussi quelques idées de lecture pour la période d'Halloween. Encore une fois, tous ces livres-là, il y a des trigger warnings, donc renseignez-vous et n'allez pas vous faire du mal pour rien. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et un commentaire. Je vous invite à mettre un emoji de cœur noir pour cette vidéo-ci. Et moi, en attendant la prochaine, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!